Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La magie sous un autre angle. Pour continuer dans la lancée de la précédente vidéo, et puisqu'apparemment vous avez bien aimé ce nouveau format, voici le deuxième numéro du Mag Magique, le magazine magique, dans lequel on va voir cette fois-ci comment alimenter sa culture magique gratuitement. On abordera aussi la question épineuse de laisser les spectateurs examiner les accessoires de magie. Et pour la rubrique matos, je vous montrerai quelques jeux de cartes aux capacités magiques insoupçonnées. Comme tout art et toute passion en général, la prestidigitation nécessite, si on veut progresser, de ne pas rester fermé sur soi-même, mais plutôt de s'intéresser aux nouvelles créations, aux nouvelles idées, aux autres magiciens, à leur vision de la magie, qui peut être différente de la nôtre, c'est d'ailleurs dans ces cas-là que c'est le plus intéressant d'ailleurs, et plus globalement à l'histoire de la magie. Pour ça, on peut acheter des livres, des vidéos, des tours de magie bien sûr, on peut aussi aller voir des spectacles ou assister à des événements. C'est une démarche qui est importante, qu'il faut avoir, puisque ça rémunère déjà les créateurs et les artistes professionnels, et ça permet aussi de se faire des contacts, d'échanger, et surtout d'apprendre de nouveaux tours, des nouvelles techniques, et donc de progresser. Mais malheureusement, ça a un coût, et on ne peut pas tout acheter non plus. Alors heureusement, avec Internet, vous pouvez tout à fait alimenter votre culture magique gratuitement et légalement. Un petit aparté là, on parle bien de rémunérer des artistes, des créateurs, certainement pas de pirater, de s'échanger des copies illégales de livres ou de DVD, etc. Ça c'est punissable par la loi, et même si ça peut permettre de découvrir une création avant de l'acheter éventuellement, c'est pas légal et ça n'aide clairement pas les créateurs. Donc tout ce qu'on va voir ici est parfaitement légal bien sûr. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de nouveaux tours de magie qui sortent chaque jour dans le commerce. Ils n'ont pas tous la même qualité, puis la plupart sont des réutilisations de principes déjà existants, mais quand même, disons que chaque mois, il y a au moins un ou deux nouveaux tours, livres ou vidéos qui valent vraiment le coup de s'y intéresser. Mais comment faire pour se tenir informé de toutes ces nouveautés ? Tout simplement via les boutiques de magie, ne serait-ce que sur la page nouveautés de leur site internet. Si vous avez la chance d'avoir un magasin de magie proche de chez vous, n'hésitez pas aussi à aller les voir régulièrement pour leur parler des nouveautés. S'ils sont sympas, ils vous feront même quelques démonstrations. Par contre, bien sûr, privilégiez cette boutique lors de vos achats, c'est donnant-donnant. Avoir une boutique de magie proche de chez soi, c'est vraiment une chance, donc il faut la faire vivre si on ne veut pas qu'elle ferme. Bien sûr, si vous n'avez pas de magasin de magie proche de chez vous, le mieux c'est de faire vos achats sur internet. En France, on a la chance d'avoir beaucoup de bonnes boutiques de magie qui proposent des commandes en ligne. Certaines ont aussi une chaîne YouTube, un compte Insta, Facebook, Twitter, où vous pouvez vous tenir justement informé des nouveaux produits, voire même de visionner les vidéos des trailers. Un peu comme pour les boutiques physiques, je vous conseille de passer par les boutiques en ligne qui sont françaises, pour pouvoir justement faire travailler en priorité l'économie du pays. Une mention particulière à Magic Dream qui est très actif sur les réseaux sociaux. Le Petit Magicien aussi, ils font généralement une vidéo d'1 heure par semaine sur YouTube pour présenter les nouveautés. Et puis Maillette qui propose aussi généralement 1 ou 2 vidéos par mois. Donc ça c'est pour les actualités magiques. Tant qu'on parle d'articles de magie, vous savez aussi qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube ou de sites internet qui testent des articles, des livres, des DVD. Donc ça c'est un bon réflexe à avoir pour en savoir plus sur un produit avant de l'acheter. Il est important également de regarder d'autres magiciens faire des tours, ça permet de découvrir d'autres univers, des idées de mise en scène ou de thématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Là aussi, YouTube, les réseaux sociaux sont des sources inépuisables de vidéos de démonstration d'autres magiciens. Pour discuter avec d'autres magiciens, vous pouvez aussi par exemple passer par des groupes privés sur Facebook ou participer à des lives sur Instagram. Cherchez simplement magicien, illusionnisme ou magie, donc un terme en français, et puis là je pense que vous trouverez tout votre bonheur. Enfin, je citerai également Virtual Magie, qui est une référence, si ce n'est la référence de la magie sur Internet en France. Mais vous trouverez sur YouTube également des interviews de magiciens français professionnels qui sont de vraies pépites. On peut citer notamment les chaînes d'Anthony Stan et de Quentin Métainier. Vous trouverez notamment sur ces deux chaînes des interviews d'Alexandra et Dominique Duvivier, de Jean-Pierre Valarino, Dany Larry, Boris Wilde, Jean-Jacques Sanvert et même Bébel. Et oui, et il y en a beaucoup d'autres. Si vous ne connaissiez pas ces deux chaînes, franchement, courez-y, enfin après la fin de ce mag magique bien sûr, et vous découvrirez des manières uniques de penser la magie, des principes théoriques fondamentaux, des conseils, des anecdotes. On comprend en fait en voyant ces interviews que chaque magicien peut appréhender et pratiquer la magie à sa manière, et que finalement toutes sont valables finalement. La passion transparaît aussi dans chacune de ces interviews. Allez, je vais le dire, pour moi, tout magicien français qui se respecte devrait avoir vu au moins une fois ces séries de vidéos.
Ce sont des vraies mines d'or et je pense qu'elles sont essentielles pour avoir une vision réaliste et critique de sa propre magie. Alors il est possible que je découvre d'autres chaînes ou d'autres vidéos intéressantes à l'avenir, alors j'ai décidé de créer une playlist YouTube que j'ai appelée Culture Magique. Vous y trouverez pour l'instant toutes les interviews dont j'ai parlé, d'Anthony Stan et de Quentin Métainier, quelques autres vidéos aussi. Et si vous connaissez d'autres chaînes intéressantes, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Je ferai évoluer la playlist au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à y retourner de temps en temps pour voir si j'ai pas mis des nouvelles vidéos. Elles apparaîtront en dernier dans la liste. Ça vous promet déjà de nombreuses heures de magie gratuitement, légalement, de grande qualité et en français en plus. Donc je vous rappelle le nom de la playlist, Culture Magique, et je vous mets de toute façon le lien dans la description. Une question revient régulièrement dans la bouche des magiciens, est-ce qu'il faut laisser les accessoires de magie à l'examen des spectateurs ? Et il y a systématiquement deux écoles. Il y a ceux qui veulent pouvoir laisser librement à l'examen leurs accessoires, quitte à ne pas acheter les tours pour lesquels c'est pas possible. Et puis il y a ceux qui pensent au contraire que c'est une hérésie, que les spectateurs n'ont pas à examiner systématiquement le matériel du magicien. Les premiers sont convaincus que laisser les spectateurs examiner les accessoires, ça permet d'augmenter l'impact magique, puisque tout semble normal, donc non truqué, donc c'est encore plus magique. Ils ont peur aussi de la fameuse question « est-ce que je peux examiner l'accessoire ?» qui peut mettre dans l'embarras, et ça on y reviendra tout à l'heure. Pour les autres, c'est justement l'inverse. Ils pensent que justement laisser le doute sur le fait que les accessoires étaient peut-être truqués, ça permet de brouiller les pistes. Et que de toute façon, le magicien doit rester maître de son numéro et faire tout ce qu'il faut pour que les spectateurs n'aient pas le temps ou l'occasion de poser cette question. En soi, les deux points de vue se défendent. Il n'y en a pas un qui ait plus raison que l'autre en réalité. Tout dépend du contexte en fait. Mais je pense moi que cette question soulève surtout une différence fondamentale entre les magiciens amateurs et les professionnels. Et oui, parce que comme souvent dans ce genre de débat, on oublie l'essentiel, en fait, le point de vue du public. Quand les spectateurs ne connaissent pas personnellement le magicien, le voient comme un professionnel en train de faire son travail, donc en général, ils n'oseront pas l'interrompre ou le mettre dans l'embarras. Alors je dis bien en général, parce qu'il arrive bien sûr de tomber sur des spectateurs récalcitrants, un peu taquins, un peu même parfois agacés. Donc là, c'est forcément beaucoup plus compliqué à gérer que la simple question de l'examen des accessoires. Mais disons que le public forcera moins la main à un magicien qu'ils ne connaissent pas personnellement. A l'inverse, quand vous faites des tours à vos amis ou à votre famille, forcément il n'y a plus cette barrière de la retenue. Ils oseront prendre les accessoires sans y être invités, les examiner, poser des questions, titiller un peu le magicien. Et c'est normal en soi, vous venez de faire un tour de magie, ils ont envie d'être dans la confidence, de savoir comment vous avez fait. Après tout, vous vous connaissez bien, pour eux, il n'y a pas de raison que vous leur mentiez ou que vous leur cachiez quelque chose. C'est un peu pareil quand le public comprend une technique ou un trucage. Quand on est en famille ou entre amis, ils ne se gênent pas, ou en tout cas moins, pour dire « Ah mais je sais, tu as fait comme ça ». Alors qu'ils ne diraient rien à un magicien qui serait en train de travailler, quoi. Donc généralement, les magiciens amateurs seront pointilleux sur cette question d'accessoires examinables. Et je pense que c'est pour ça qu'elle revient aussi souvent quand on parle d'un nouveau tour de magie. Alors que les pros, eux, ils auront moins cette exigence. C'est un peu plus facile quand on est professionnel de ne pas laisser à l'examen. Alors après, il existe des astuces pour contourner le problème. Déjà, avec une petite manipulation et un détournement d'attention, il est possible de faire un change, donc de ne pas donner à l'examen le vrai accessoire, mais un autre qui n'était pas truqué. Vous pouvez aussi donner quelques accessoires à examiner, ceux qui ne sont pas truqués, et garder pour vous ceux qui le sont. Par exemple, si vous avez plusieurs pièces, admettons que j'ai plusieurs pièces dans la main et qu'il y en a une ou deux qui soient truquées, je peux tout à fait donner à l'examen une ou deux pièces qui ne soient pas truquées et que je garde celle-là à la main, tout en discutant. Vous pouvez aussi finir le numéro par une disparition de l'objet truqué et enchaîner sur le tour suivant, pour éviter que les spectateurs soient tentés de le récupérer pour l'examiner. Dans tous les cas, il est de toute façon déconseillé de tendre les accessoires aux spectateurs en leur disant de les examiner, d'une manière aussi claire que ça. Ça, c'est une erreur et pour plusieurs raisons. Déjà, vous risquez de casser le rythme du tour, parce que ça peut prendre un peu de temps qu'ils l'examinent, puis s'ils le refilent entre eux, etc. Si le matériel est un peu fragile, il y a un risque qu'il le casse. S'il est petit, il y a un risque qu'il le perde, qu'il le fasse tomber. Et surtout, lors d'un prochain numéro, si vous ne leur proposez pas cette fois-ci d'examiner les accessoires, parce que là, ils sont truqués, vous allez être grillé direct. Donc il est plutôt conseillé d'y aller plus subtilement, par exemple en donnant les cartes à un spectateur, non pas en lui disant de les examiner, mais en l'invitant à les mélanger, par exemple. Pour des pièces, vous pouvez simplement lui en tendre une en disant « Est-ce que vous connaissez ces pièces ?» Et donc là, du coup, vous lui laissez tout en expliquant d'où elles viennent.
mais vous ne lui avez pas dit explicitement de les examiner, vous voyez? Et gardez bien en tête que de toute façon, pour le public, si un accessoire a été entre les mains d'un spectateur, c'est qu'il n'est pas truqué. Donc c'est suffisant qu'il y touche simplement. Et là, vous voyez que ça va passer beaucoup plus inaperçu. Vous n'avez pas donné à examiner, mais vous avez donné en main sous prétexte d'une action utile par le spectateur. Et là, ça change tout. Déjà, vous impliquez le spectateur dans le déroulement du tour, puisqu'il a un rôle à jouer. Donc ça, c'est toujours très intéressant à faire. Et puis surtout, le fait d'être subtil à ce moment-là, ben ça va rendre moins suspect la prochaine fois où vous ne donnerez pas à l'examen. Le public s'en rendra tout simplement pas compte, vous voyez. Alors maintenant, si jamais à la fin d'un tour, un spectateur vous pose quand même la question « Est-ce que je peux voir l'accessoire de plus près ?» et que c'est pas possible de lui laisser, alors vous pouvez déjà botter en touche, en répondant par exemple « Alors attends, tu vas voir, le prochain tour, il est encore meilleur. » Et là, vous enchaînez. Vous pouvez aussi répondre quelque chose du genre « Ah ben non, désolé, parce que si je te le montre, tu vas tout de suite comprendre comment ça marche et tu risques d'être déçu. » Donc là, c'est la vérité, hein, un petit peu. Donc souvent, le public ricanera. Mais le fait de l'avoir dit sans le dire, ça sous-entend que l'accessoire était probablement truqué, mais que de toute façon, vous ne lui montrerez pas. Ça revient un peu à dire non, parce qu'un magicien ne montre jamais ses accessoires truqués, vous voyez. Bon, c'est le genre de réponse qu'il faut plutôt réserver à un public avec qui vous avez une certaine complicité, hein, donc que vous connaissez déjà. Si vous êtes plutôt mentaliste, vous pouvez répondre quelque chose du genre vous m'avez l'air d'être quelqu'un de perspicace, vous, et ça me donne une idée, on va tenter une expérience. Et là, vous enchaînez sur le tour suivant, quoi. En tout cas, tenez-vous prêt, toujours, à répondre à ce genre de questions sans perdre la face. Donc préparez quelques réponses au cas où. Et surtout, il ne faut jamais en vouloir à un spectateur qui ose poser cette question, de vouloir examiner un accessoire. Cette démarche, elle est tout à fait normale. Et ce n'est pas forcément dirigé contre vous, le magicien. Il faut se mettre à leur place, tout simplement. Ils veulent en savoir plus, ils ont envie forcément de vérifier les accessoires. Donc, si vous connaissez bien, ils ne se gêneront pas. Pour finir ce deuxième numéro du Mag Magique, je vais vous présenter quelques jeux de cartes un peu particuliers. On n'y pense pas forcément, mais on peut trouver dans les magasins de jouets des jeux de cartes qui peuvent amener du renouveau dans les routines de magie, et je vous en ai sélectionné 3. Donc d'abord un jeu de cartes avec des lettres qui s'appelle Scripta, qui est édité par Aliadis. Ça coûte 15 €. Vous allez me dire c'est peut-être un petit peu cher, mais pour 15 €, vous avez une centaine de cartes. Donc voilà comment elles se présentent. Donc c'est des cartes donc, avec des lettres dessus. Dans un style un peu, comment on peut dire, graveur sur pierre, vous voyez. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir bien, je vais les rapprocher de la caméra. Donc on a un effet marbré, elles sont très très jolies, et puis il y a toujours un outil, en fait, là vous voyez une sorte de petit marteau pointu, voilà, comme si on avait gravé les lettres sur du marbre, tout simplement. Donc vous avez forcément, avec 100 cartes, vous avez forcément de quoi faire beaucoup d'exemplaires de chaque carte. Les cartes sont un peu plastifiées, de bonne qualité, et puis elles vont vous permettre de réaliser tout plein de tours de coïncidences, de révélations de textes, de mots, de prénoms par exemple. Le deuxième jeu de cartes que je voulais vous montrer, c'est The Mind Extreme. Donc voilà comment il se présente, The Mind Extreme, avec des sortes de petits lapins dessus. Donc là cette fois-ci, c'est pas des lettres, c'est des nombres. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez 100 cartes pour 10 ou 11 €. Donc là, vous voyez que c'est vraiment valable. Vous avez tous les nombres de 1 à 50. Donc voilà. Elles sont pas triées, elles ne sont pas rangées. Donc là, c'est les bleus et puis ici les rouges. Voilà. 6, 7, 8, etc. Donc là, encore une fois, pour 10, 11 €. Là, vous allez pouvoir faire par exemple des tours de numérologie, de coïncidence, par exemple avec un dé. Vous pouvez aussi révéler une année, un âge ou le résultat d'un calcul par exemple. Alors les cartes sont de très très bonne qualité, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, je pense qu'on voit, il y a un effet un peu tressé qui fait un peu du relief dessus, un peu comme les cartes Bicycle. Alors pas autant, mais un petit peu comme donc les cartes de l'USPCC. Alors par contre, attention, parce que ce jeu existe en 2 versions. Donc moi je vous présente la version extrême qui est faite pour 2 joueurs. Donc on a 2 séries de 50 cartes, donc 100 cartes en tout, avec donc 2 couleurs différentes. Ce qui est à mon avis plus intéressant pour les tours de magie que la version normale à un seul joueur où on n'a qu'une seule série de cartes. Et dans ce cas, effectivement, on va être un petit peu plus limité. Donc moi je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'acheter cette version-là, la version extrême.
Alors vous pouvez aussi bien sûr prendre des cartes du jeu Uno, hein, tout simplement. Là, l'avantage c'est que les spectateurs les connaissent a priori, alors que ça beaucoup moins. Mais je trouve, moi personnellement, que les cartes Uno font un peu plus jouer à voir que celle-là. Celle-là, je trouve notamment les rouges, je trouve vraiment qu'elles sont stylées, avec cet effet un peu lumineux, hein. Elles ne brillent pas, mais je veux dire, ça donne un effet un petit peu comme ça de halo autour. Je trouve qu'elles ont un côté un peu... comment dire, un peu étrange, vous voyez, et je trouve que c'est vraiment adapté pour faire des tours de magie, quoi. Et en plus de ça, les cartes Uno s'arrêtent au numéro 9, alors que là, vous avez tous les nombres jusqu'à 50, donc vous pouvez tout à fait avoir, par exemple ici, le 27, etc., quoi. Et enfin, mon préféré, le jeu de cartes Cluedo. Donc vous voyez ici, Cluedo, jeu de cartes. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le Cluedo, enfin le jeu de plateau Cluedo, où il faut retrouver le coupable d'un meurtre, l'arme qu'il a utilisée et le lieu du crime. Désolé, je bégaye un petit peu. Mais est-ce que vous saviez que le jeu existe aussi en version jeu de cartes uniquement? Donc ça coûte 5 €. Donc franchement, 5 €, c'est vraiment pas cher du tout. Vous trouverez ça dans toutes les boutiques de jeux de société, etc., hein, ou de jouets. Et donc pour 5 €, vous avez toute une panoplie de cartes. Alors là, vous avez la règle du jeu, avec plusieurs exemplaires de chaque. Donc vous allez retrouver, bien sûr, les armes, donc corde, chandelier, poignard. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, attendez, je me rapproche. Corde, voilà, chandelier. Et en plus, les cartes sont vachement stylées. Le poignard. Bon voilà, je ne vais pas tous vous les faire, le revolver. Ensuite, tout ce qui est lieu, donc la cuisine. Attendez, hop, ça. La salle de billard, bon voilà, vous connaissez. Alors il n'y a pas tous les lieux du jeu de plateau, mince, la carte est tombée, le bureau, le salon, bon, etc. Et puis les suspects, pareil, il n'y a pas tous les suspects non plus, et même, je ne comprends pas trop parce qu'ils ont changé certains noms. Je ne sais pas si c'est la version anglaise qui fait qu'ils ont changé les noms. Professeur Violet, Mademoiselle Rose, bon, Mademoiselle Rose, Docteur Orchidée, je ne savais même pas qu'elle existait dans le jeu, Monsieur Olive, le colonel Moutarde, le fameux, et Madame Pervenche. Vous voyez, il n'y a pas tous les personnages non plus du jeu de base, mais vous voyez qu'avec ça, vous allez pouvoir faire des tours de mentalisme, par exemple des tours de coïncidence, ou des tours de divination, ou de lecture de pensée même, pourquoi pas, en utilisant eh bien, la thématique du jeu Cluedo, avec des vraies cartes officielles du jeu Cluedo, quoi. Donc ça, je trouve que c'est vachement stylé. Enfin, personnellement, je trouve qu'il y a vraiment moyen, à mon avis, de faire des routines vachement sympas avec ce genre de cartes-là. Pour les spectateurs aussi, ça peut être vachement amusant, parce qu'ils connaissent le jeu de plateau. Bon, dans le jeu de plateau, il y a des cartes aussi. On pourrait éventuellement reprendre les cartes du jeu de plateau, mais là, franchement, pour 5 €, vous avez, je crois, 5 ou 6 exemplaires de chaque. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Au pire, vous prenez 2 paquets et là vous avez vous êtes quasiment tranquille pendant des années, quoi. Et vous serez d'accord avec moi que ce type de carte, ça a quand même beaucoup plus de gueule que nos traditionnels pique, cœur, trèfle, carreau. Et ça intéressera forcément beaucoup plus vos spectateurs. Et là, du coup, alors que ce soit avec le jeu de cartes Cluedo ou les autres, hein, vous avez un support intéressant qui peut être complètement en adéquation avec une histoire, une mise en scène particulière. Alors, bien sûr, hein, de base, ces cartes ne sont pas truquées, évidemment, hein, puisque c'est un jeu de société, que ce soit Cluedo, The Mind ou Scripta, c'est pas des cartes de magie, donc elles sont pas truquées, c'est des cartes tout à fait normales. Mais vous, rien ne vous empêche de les truquer, par exemple de les marquer, comme on l'a déjà vu, ou d'utiliser le principe de cartes courtes, ou de faire des coins arrondis, pour pouvoir justement truquer vos cartes et faire des tours de magie un peu plus classiques avec. Vous ne pourrez pas aussi non plus forcément faire toutes les manipulations, puisque déjà les cartes sont en règle générale au format bridge, donc elles sont plus allongées, et puis elles ne vont pas forcément glisser aussi bien que des cartes de magie, hein. Donc elles ne sont pas forcément faites pour faire de la grosse manipulation. Disons qu'une levée double ça devrait le faire, un saut de coupe aussi bien sûr, tout ce qui est coupe et puis mélange ça va aller. J'allais dire coupe pivot par exemple, voilà, ça marchera. Mais pour d'autres techniques un peu plus complexes, elles ne seront pas forcément adaptées, hein, voilà. Donc vous n'allez pas pouvoir faire tous les tours de magie avec, mais forcément vous allez quand même pouvoir en faire un grand paquet. Alors je ne vous montre pas de tours avec ces cartes-là, parce que tout simplement je suis encore en train de chercher des idées, donc voilà, j'ai rien de très arrêté pour l'instant. Alors bien sûr il y a tous les tours de cartes qu'on fait généralement avec les cartes ESP, qu'on va pouvoir faire par exemple avec des chiffres ou avec des lettres.
mais je pense qu'il y a moyen d'amener encore autre chose. Donc du coup, voilà, moi je cherche encore. Sur le Cluedo, j'ai bien sûr des idées. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer forcer, par exemple, les trois thématiques, l'arme, le lieu et puis le suspect, et avoir une prédiction à côté, par exemple, ou faire tirer par un spectateur les suspects, et puis essayer de les deviner ensuite avec les cartes normales par exemple, ou par élimination. Enfin, on peut imaginer plein de choses, même avec des procédés mathématiques. Enfin, voilà, je suis sûr que vous, en tout cas, vous avez dans votre répertoire des routines de cartes qui pourraient être améliorées en utilisant ce type de cartes-là, qui vont justement, ces supports-là, amener un petit peu de diversité par rapport au pique-cœur trèfle-carreau habituel. C'est ce que j'essaye de vous dire avec ce type de produit, c'est de toujours chercher des idées originales pour agrémenter vos tours de magie, pour les rendre un peu uniques et plus intéressants pour les spectateurs. Ça passe souvent par des achats en dehors des boutiques de magie. Il faut être inventif, imaginatif pour essayer de sortir du lot et sans pour autant non plus se ruiner. Avant de vous laisser sur la traditionnelle citation magique, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis de laisser un petit message dans les commentaires. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais ce sont des petits gestes de votre part qui sont très importants pour soutenir la chaîne et lui donner de la visibilité. Donc je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, ça aussi c'est important. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.